Bienvenue à ce module d'introduction au GIAF, le cadre d'analyse conjointe des besoins intersectoriels. Je m'appelle Magali Salazar et je travaille avec l'unité interagence pour la gestion du projet GIAF. Le GIAF est une initiative multipartenaire qui réunit des agences des Nations Unies, des ONG et des donateurs. Cette session fait donc partie d'un plan de formation plus large pour le GIAF 1.1. Le plan est composé de 3 éléments. Je viens de vous parler des présentations préenregistrées de haut niveau. Il existe aussi 8 présentations plus approfondies, ainsi que des ateliers et des webinars. Voici plus en détail les titres des sessions disponibles dans le plan de formation du GIAF 1.1. Le GIAF fait partie du cycle de programmes humanitaires. C'est l'approche qui sous-tend le HNO. Et maintenant, commençons à explorer le GIAF. Concrètement, l'approche GIAF se compose de 3 éléments: un concept, une méthodologie et un processus. Le concept est que l'analyse est intersectorielle, par opposition à multisectorielle, avec des populations touchées comme point de départ. La méthodologie s'articule autour de 3 éléments. D'abord, un cadre analytique ou conceptuel, puis des indicateurs avec des seuils de sévérité, et troisièmement, des méthodes d'agrégation pour chacun des 2 scénarios en fonction des données disponibles dans chaque pays. L'agrégation conduira ensuite au calcul des personnes dans le besoin. Enfin, en termes de processus, nous verrons qu'il est assez similaire au processus du HNO, avec lequel la plupart des équipes au niveau des pays sont déjà familières. Et maintenant, zoomons sur le processus. Cette diapositive, très dense, récapitule l'ensemble du processus du GIAF. Nous allons maintenant plonger pour découvrir le processus étape par étape. La toute première étape du GIAF consiste à planifier et à concevoir un processus d'analyse intersectorielle conjoint. Cela commence par la formation de l'équipe d'analyse. Pragmatiquement, l'équipe d'analyse est composée du groupe de coordination intersecteur ou intercluster, ainsi que du groupe de travail sur la gestion de l'information. Dans certains pays, il existe également des cellules d'évaluation et d'analyse qui devraient être incluses. D'autres partenaires, qui peuvent apporter une expertise et des ressources supplémentaires, sont également les bienvenus. Une fois l'équipe formée, l'étape suivante consiste à établir et à convenir d'un calendrier pour l'analyse conjointe, ainsi que des rôles et des responsabilités. La documentation des rôles et des responsabilités est une bonne pratique, afin d'assurer la transparence et la responsabilisation des partenaires. Une fois cela fait, l'équipe devrait examiner les directives, le guidance, et les modèles existants, les templates, pour s'assurer que chacun travaille avec les derniers documents disponibles. Vient ensuite la définition de la portée de l'analyse GIAF. Il s'agit de la première plongée dans les 3 premiers piliers, le contexte, risque et impact. Il est généralement préférable de faire ceci par le biais d'un atelier afin que les différentes parties prenantes puissent se réunir et discuter des limites de l'analyse, qu'il s'agisse de zones géographiques ou de groupes de population. Une fois qu'il y a accord sur la portée de l'analyse, la tâche suivante consiste à examiner les indicateurs et à définir leurs sources pour le pilier des conditions humanitaires. Nous suggérons fortement aux équipes de consulter le tableau de référence des indicateurs à ce stade. Parmi les indicateurs choisis au niveau des pays, l'équipe devrait ensuite identifier les indicateurs critiques qui joueront un rôle important pendant la phase Expert Judgment. D'autres directives sur l'utilisation des indicateurs critiques ont été élaborées et sont clairement maintenant disponibles à la section 2.1.6 de la GIAF 1.1 Guidance, y compris des exemples d'indicateurs critiques. Enfin, tout cela devrait être récapitulé et présenté pour approbation à l'intercluster et au HCT en tant que champ d'application du HNO.
Le résultat de cette première étape est donc un cadre d'analyse révisé et un plan de travail pour le GIAF. L'étape 2 du GIAF consiste à collecter et à structurer les données. Les données existantes peuvent être organisées par le biais d'un examen secondaire des données, et cela pourrait se faire à l'aide du DIP. Le DIP est une plateforme d'examen et d'analyse de données secondaires humanitaires. Vous pouvez le découvrir et commencer à l'utiliser à l'adresse thedip.io. Alternativement, vous pouvez bien sûr procéder avec une matrice Excel toute simple. L'exercice d'examen secondaire des données devrait mettre en évidence les lacunes en matière d'information. Dans le cas où des informations cruciales ne sont pas disponibles, et s'il y a du temps et des ressources, l'équipe peut explorer la possibilité de mener une évaluation conjointe des besoins pour recueillir ces données primaires. Une fois que toutes les données ont été recueillies, dans le cadre soit d'un examen secondaire des données ou d'une évaluation conjointe, ou même d'évaluation sectorielle, la tâche suivante consiste à les examiner et à commencer à raconter l'histoire intersectorielle. La dernière partie de cette étape consiste à déterminer quel scénario de données sera utilisé pour l'agrégation des indicateurs des conditions humanitaires. Le résultat de cette étape est d'avoir un récit d'analyse intersectorielle initiale qui sera élargi dans les étapes ultérieures. Une fois que les données ont été recueillies pour informer les indicateurs, il est temps d'agréger toutes les informations et de commencer à estimer le nombre de personnes dans le besoin. Deux scénarios, appelés scénario A et scénario B, ont été mis au point pour appuyer l'agrégation des indicateurs dans le pilier des conditions humanitaires afin d'obtenir les calculs initiaux estimés du PIN-GIAF. Les scénarios sont déterminés en fonction de la disponibilité des données des indicateurs, en particulier de la question de savoir si les données sont disponibles au niveau des ménages et ou de la zone. Le scénario A est plus facile à mettre en œuvre et permet une ventilation complète de la population par classe de sévérité, ce qui n'est malheureusement pas possible pour le scénario de données B. Toutefois, le scénario A ne doit pas être poussé et aucune donnée ne doit être ignorée. Si vous avez plusieurs sources de données et que les indicateurs ne sont pas liés, vous devez utiliser le scénario B. En outre, les secteurs peuvent choisir de recommander une source de données non MSNA et cela ne devrait pas encourager les MSNA. Je vous incite à voir les orientations sous le chapitre 2.2.4 de la guidance du GIAF. Et je cite: si un indicateur spécifique au niveau des ménages GIAF a plusieurs sources, par exemple MSNA et évaluation sectorielle, le secteur concerné devrait être en mesure de décider quelle source devrait être utilisée pour cet indicateur, sur base de la fiabilité, etc. Fin de citation. Une fois que vous avez identifié le scénario que vous allez utiliser pour consolider vos données, vous passez à l'étape 3 et consolidez réellement les données GIAF. Cela donnera les premières estimations du nombre total de personnes tombant dans chaque phase de sévérité et vous donnera ce que nous appelons le PIN préliminaire. Nous entrerons plus en détail dans la session approfondie sur la méthodologie d'agrégation PIN afin de fournir étape par étape les informations pour chaque scénario pour ceux qui seront responsables du traitement des données. En attendant, revenons à notre étape 3. La sortie de cette étape, le résultat, est le PIN préliminaire, qui est basé sur l'agrégation de données quantitatives uniquement. Pour le GIAF 1.1, le GIAG a mis au point plusieurs outils pour faciliter le processus d'agrégation. Dans les documents d'accompagnement, à la fin de cette présentation, vous trouverez deux feuilles de calcul Excel. Un outil de collecte de données pour collecter les données à partir des clusters et un outil d'agrégation qui comprend déjà les étapes décrites dans les annexes 1 et 2 des Guidance GIAF. Une fois que les données ont été recueillies,
rassemblés et agrégés, l'étape suivante consiste à les utiliser pour effectuer une analyse intersectorielle conjointe. Vous pouvez commencer par examiner le récit développé un peu plus tôt dans le processus et explorer les liens entre les piliers, notamment en examinant la description des conditions humanitaires des personnes et des facteurs associés. C'était l'étape 2.2.3. Mais aussi en examinant le PIN préliminaire et l'estimation de la phase de sévérité. C'était l'étape 2.3.2. Cet examen est l'analyse conjointe et c'est préférable de le faire au cours d'un atelier. L'idée est de réunir les différents experts, sectoriels ou contextuels, pour examiner toutes les informations qui ont été collectées et agrégées pour s'assurer qu'elles font du sens. Au cours de l'atelier, plusieurs groupes de travail différents pourraient explorer les questions clés, les caractéristiques et les facteurs contributifs des personnes dans le besoin. Enfin, nous avons l'examen de l'analyse des risques existants et anticipés pour les conditions futures. Le résultat de cette quatrième étape sur l'analyse conjointe est une analyse intersectorielle raffinée, un PIN intersectoriel qui a été revu et des projections qui pourraient être utilisées dans la phase de planification du HRP. La dernière étape du GIAF consiste à valider l'analyse. C'est assez simple. L'équipe GIAF agrège tous les résultats de l'analyse, valide les principales conclusions dans un atelier et soumet les résultats finaux à l'intercluster et au HCT pour la validation finale et son approbation. Une fois que cela est fait, le GIAF est prêt à être transformé en HNO. Ceci conclut la session générale sur le processus. Restez à l'écoute pour les autres sessions.